en 2006, m'a-t-on dit, il était quand même temps de revenir. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté dans un voyage au programme chargé de consacrer une soirée à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, mais aussi à ses entreprises. Je crois que votre présence aujourd'hui, parmi nous, témoigne de l'intérêt que vous portez à la coopération franco-québécoise et aux très nombreuses, multiples relations qui unissent les entreprises de nos deux pays. Je tiens également à remercier la Délégation générale du Québec qui, une fois de plus, nous a fait confiance et a répondu favorablement à notre souhait d'organiser une rencontre que l'on peut sans hésiter qualifier d'exceptionnelle. Je souhaite aussi la bienvenue à Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal, avec lequel je me suis entretenu hier des possibles et nombreuses collaborations entre nos deux institutions, mais aussi à Jacques Saint-Laurent, président de Montréal International, et plus largement à tous les gens d'affaires de la délégation de votre ville. Votre visite, Monsieur le maire, coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de la délégation générale du Québec à Paris. Cet heureux anniversaire souligne, s'il en était besoin, que l'amitié de notre pays, entre notre pays et la province du Québec, est fondée certes sur une longue histoire, mais aussi sur un partenariat fort, reposant avant tout sur le partage d'expériences. Le Québec concentre 45% de nos échanges bilatéraux avec le Canada. 339 entreprises françaises y ont implanté le siège de leur filiale canadienne, dont plus de 220 à Montréal. Elles emploient plus de 20 000 salariés et parallèlement, je crois que c'est important, 160 sociétés québécoises sont installées en France qui emploient pour leur part également plus de 20 000 salariés. Nous faisions hier, avec Michel Leblanc, la liste des secteurs d'activité où Montréal et Paris se retrouvent, se complètent. L'aéronautique, les sciences du vivant, les technologies d'image, les TIC. Mais nous faisions également la réflexion que la liste de ces filières, désormais classiques, pouvait sans doute être élargie. Je voudrais devant nous tous souligner l'exemplarité d'un partenariat que porte la société EDF Énergie Nouvelle, filiale d'EDF, qui contribue à la montée en puissance du Québec dans l'éolien. Cette entreprise, spécialisée dans les énergies renouvelables, a été sélectionnée en 2008 au sein du consortium Saint-Laurent Énergie par l'électricien public Hydro-Québec pour 5 projets de parcs éoliens. Ces parcs, qui représenteront un investissement de plus de 2 milliards d'euros, devront être mis en service entre 2011 et 2015 et produiront près de 1000 MW d'électricité. Ça n'est donc pas un petit projet. Dans un tout autre ordre d'idée, je souhaiterais rappeler que le mentorat entrepreneurial, mis en place il y a presque 5 ans avec succès par la CCIP, je devrais dire par Dominique Restillon, est fortement inspiré du mentorat d'affaires québécois. Il est le fruit d'un partage d'expériences rares entre vous et nous. Il consiste à faire bénéficier une jeune entreprise en croissance des conseils personnalisés d'un chef d'entreprise plus ancien, et il en est quelques-uns dans cette salle, qui accompagnent les étapes clés de son développement. Nous en sommes à la 5e promotion, et un réseau très soudé, très fort, de plus de 200 entrepreneurs mentors et mentorés s'est ainsi constitué dans la région parisienne. Mais nous regardons tous, Monsieur le maire, également vers l'avenir. Les politiques de part et d'autre de l'Atlantique jettent les bases de nouvelles opportunités pour les entreprises de nos deux métropoles. Ainsi en est-il de l'accord de coopération signé en avril 2006 entre les villes de Montréal et de Paris, en votre présence, je crois, Monsieur le maire. Plus récemment, le 17 octobre 2008, un accord que l'on peut qualifier d'historique a été signé entre le président de la République, Nicolas Sarkozy, et le Premier ministre du Québec, Jean Charest. Il s'agit, vous le savez sans doute, d'un accord bilatéral qui assure la reconnaissance des qualifications professionnelles et par conséquent une avancée considérable pour les échanges humains entre la France et le Québec. Une façon aussi d'améliorer les situations de l'emploi ici et là, que ces emplois soient pourvus ou non, et de faire en sorte que les systèmes soient plus fluides. La Chambre de Paris suit de très près la mise en œuvre de cet accord, à la fois comme organisme formateur, mais aussi comme animatrice de nombreuses écoles de haut niveau, mais aussi enfin comme conseillère des entreprises d'Île-de-France dans leur développement vers la belle province. Et nous le faisons bien entendu comme acteurs convaincus et passionnés d'un autre thème qui nous tient à cœur, celui de la francophonie économique, celui de la francophonie des affaires. Enfin, depuis que nous avons reçu le 5 octobre dernier votre Premier ministre, M. Charest, qui venait à la CCIP présenter le plan Grand Nord aux entreprises françaises, nous sommes particulièrement attentifs aux potentialités de contrats et de partenariats que ce plan stratégique peut signifier pour nos entrepreneurs, en lien bien évidemment avec les. Rappelons également que l'AECG, l'accord économique et commercial général entre l'Union européenne et le Canada, est sur le point d'être signé, me dit-on. C'est une nouvelle occasion d'intensifier nos relations avec votre
Mais on le voit de toute façon, les occasions ne manqueront pas. Alors, aux très nombreuses entreprises qui participent à cette rencontre et que je remercie pour leur présence ce soir, je voudrais rappeler que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris est leur partenaire dans la concrétisation de leur projet international et plus spécifiquement au Québec. Nos équipes qui sont ici ce soir sont à votre service, à tous. Et si je peux me permettre une note plus personnelle, vous recevoir aujourd'hui, Monsieur le maire, et pour nous aussi, franciliens, l'occasion de rencontrer, bien au-delà du maire de Montréal, le président de la communauté métropolitaine de Montréal et du conseil d'agglomération de Montréal. En ces temps de réflexion, de prospective, sur un futur que je qualifierais quand même d'indispensable et d'assez urgent, le Grand Paris, nous avons certainement à apprendre de la deuxième ville francophone du monde. J'arrêterai là mes propos et je vous remercie pour votre attention. Alors, mesdames et messieurs, mes chers partenaires, je dois vous dire d'entrée de jeu que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, on parlait du plan Nord, alors moi je vais vous parler du plan Sud. Alors, c'est Montréal et c'est la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, je veux d'entrée de jeu remercier Pierre-Antoine Gagny de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, faire un beau clin d'œil à Pierre Simon qui présidait en 2006 lorsque j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. Et je veux dire pour Jean-Dominique Bias-Périssi qui est ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ambassadeur du Canada, Marc Lortie. Alors, merci d'être présent. Je veux dire également à Michel Robitaille et à sa conjointe, bravo, la délégation du Québec joue un rôle de plus en plus important et présent. Et ma délégation, Michel Leblanc, votre collaborateur, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Mario Monette, qui est le président-directeur général du Technoparc Montréal, également Jacques Saint-Laurent, qui est le président de Montréal International, Arnold Baudin, qui, au niveau administratif, a la responsabilité de donner suite à toutes nos initiatives et nos orientations, et sans oublier également un de nos grands créateurs, un partenaire qui contribue de façon exceptionnelle au développement économique, mais au développement culturel de Montréal. Gilbert Bourson. Puis, je vais y faire allusion tout à l'heure. Je ne sais pas si... Est-ce que oui? Est-ce que tu m'entends? Parfait. Alors, ce que je vais... est-ce qu'il est... Vous m'entendez? Non. 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 Moi, je sens que vous ne m'entendez pas. Est-ce qu'on peut le... Ça va? Voilà. Alors, ce que je vais vous présenter, essentiellement, c'est une philosophie. Je vais commencer par la philosophie et je vais vous compreniez pourquoi j'ai attendu 6 ans pour revenir. Vous allez voir, parce que, dans le fond, ça prend une vision à long terme. Puis, faites-vous-en pas si vous voyez tout ça, puis vous dites comment ça se fait que nous, on n'est pas exactement rendu là. C'est pas grave, c'est pas grave. Puis, c'est pas grave plus qu'il le faut, mais c'est justement la collaboration qui nous a permis, nous, de se rendre là. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer toutes les initiatives qu'on fait au niveau de la créativité, parce que ça, c'est essentiel. Et est-ce que ça a donné des résultats? Ça va être la conclusion. Je vais vous montrer que oui, ça a donné des résultats. Alors, étant donné que vous êtes mes partenaires, moi, je veux me promener ici. Faites comme si je n'étais pas présent. L'important, vous allez l'avoir ici. Alors, je vais être honnête avec vous d'entrée de jeu, là. Ça prenait un nouveau paradigme. Alors, on est intuitif, vous êtes des gens d'affaires, donc il y a beaucoup de gestes qu'on pose qui sont intuitifs. C'est juste par après qu'on voit qu'en réalité, on a posé des gestes qui font partie d'un ensemble. Alors, je dois vous dire qu'en 1990, je n'avais pas exactement ce paradigme, mais essentiellement, ce que ça dit, c'est que si on veut réussir dans un contexte de mondialisation, ça prend un nouveau paradigme qui est innover, sans répit, pour créer de la richesse, mieux la partager et stimuler le changement. Je vous vois prendre des notes, inquiétez-vous pas, si vous allez avoir une copie de la présentation, vous allez tout avoir, ça va être beaucoup plus facile. Puis après ça, si jamais vous complétez, je vais pouvoir vous dire ce qu'on a fait. Le changement, c'est menaçant le changement. Les gens préfèrent une forme de statu quo. Alors, il y a 5 composantes au changement. Puis ça, c'est comme un casse-tête.
Ce n'est pas un élément, ce n'est pas deux, c'est 5 composants. Au départ, ça prend un leadership. Ça prend une volonté politique, une volonté du milieu des affaires, mais ça prend une volonté partagée. Si on a la volonté partagée, après ça, le deuxième élément, qui est la composante du changement, ça prend des tensions utiles, malheureusement. Ça prend une crise économique, ça prend une crise financière, ça prend des crises écologiques, ça prend des tragédies humaines, et c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit comment se fait-il qu'on n'a pas bougé plus rapidement. Troisième raison composante, c'est ça prend il faut avoir un objectif commun. Créer de la richesse et mieux la partager, ça fait partie. Ça prend une raison morale d'agir si on veut avoir une perspective à long terme. On ne peut pas juste poser des gestes qui enrichissent les individus, c'est important. Mais il faut qu'il y ait une raison morale d'agir. Par la suite, c'est la connaissance. Alors, si on connaît ça, il y a beaucoup d'informations qui est disponible, mais elle n'a jamais été intégrée d'une façon qui permet, le cinquième, que j'appelle la réceptivité, comment on habilite les citoyens à participer à l'avenir de leur ville, dans mon cas, ou les employés à participer dans l'avenir de leur entreprise. Alors, si vous transposez ça dans l'entreprise, il y a un leadership, il y a une volonté de la direction de l'entreprise. Trop souvent, ça prend une baisse des ventes, des coûts additionnels, et là, on agit. La raison morale d'agir, c'est oui, c'est des emplois, une croissance industrielle, une croissance d'emplois. La connaissance, on doit la partager, surtout avec les nouveaux médias aujourd'hui. Et finalement, si on veut habiliter vos employés ou encore 1 800 000 personnes à participer à l'avenir de la métropole du Québec, on doit le faire. Alors, on a intégré ça dans ce que nous appelons les grappes industrielles. Alors, vous appelez ça des pôles de compétitivité, ou vous appelez ça des filières, ou encore vous appelez ça des clusters. Bon. Alors, vous avez le droit d'utiliser des grappes industrielles. Il me semble que c'était très représentatif de ce que ça doit être. Alors, comme les pôles de compétitivité, ça prend de l'innovation, du savoir, de la prospérité pour de la créativité, pour créer plus de richesse. Ça prend une stratégie d'innovation, on parlait de leadership tout à l'heure, une volonté commune, et ça prend un réseautage international. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps de réaliser tous ces éléments. Alors, nous, ce qu'on a fait des grappes industrielles, on a réalisé que les grappes industrielles sont interdépendantes. Ça, c'est difficile, parce que vous êtes peut-être dans un secteur industriel, votre président a mentionné tout à l'heure les technologies d'information, les sciences de la vie, mais même si vous êtes dans un secteur industriel, vous ne pouvez pas réussir si vous ne réalisez pas que vous êtes interdépendant ou dépendant de d'autres secteurs. Si vous prenez ici, j'espère que ce n'est pas trop petit, les équipements de production d'électricité, c'est important. Je vais juste donner un exemple. Pourquoi? Parce que c'est essentiel pour les produits de la forêt. Avec les produits de la forêt, c'est important pour l'habitat construction. Après l'habitat construction, c'est le design, donc c'est mode et textile. Mode et textile, ça nous amène à la domotique, la maison intelligente. La domotique ne peut pas se réaliser sans les technologies d'information. Ça, c'était difficile, parce que les entrepreneurs sont de nature plus individualiste. En étant individualiste, on se dit, moi, je peux réussir seul, je vais créer des emplois. Mais ce qu'on s'aperçoit dans un contexte de mondialisation des marchés, c'est que toutes les grappes sont interdépendantes. Alors, nous, ce qu'on a fait à la communauté métropolitaine de Montréal la cartographie des secteurs qu'on pensait qu'il y avait un potentiel. Alors, prenez pas pour acquis, parce qu'on a les jaunes, c'est des grappes de compétition qui ont été mentionnées tout à l'heure par Pierre-Antoine. En orange, c'est des grappes de rayonnement. On a des grappes de pointe et des grappes de production. Alors, ce n'est pas une stratégie de haut en bas. C'est de donner l'opportunité à toutes les entreprises dans les secteurs donnés qui sont prêts à travailler avec l'ensemble des interlocuteurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit les syndicats, les universités, les centres de recherche, les différentes entreprises avec lesquelles très souvent vous êtes en compétition, pour réussir. Alors nous, ce qu'on a fait là, on a dit, voici les secteurs où on pense qu'on peut compétitionner davantage sur la scène internationale. Alors, on en a 6 aujourd'hui. 6 qui sont performantes avec les emplois qui sont là. Alors, l'aérospatiale, également, les premières qu'on a fait, aérospatiale, éthique et sciences de la vie, et par la suite, les finances,
cinéma et divertissement et technologie propre, technologie environnementale. Et on est en train d'en implanter 2 autres, c'est-à-dire le bioalimentaire, 140 000 emplois, et la logistique et le transport pour 92 000 emplois. Bon, par la suite, ce qu'on s'est dit, oui, mais on ne peut pas réaliser ce défi seul. Il faut absolument favoriser un réseautage international. Là, j'ai marqué Montréal, Paris, Île-de-France. On est jumelé avec des villes à l'international et en plus, on fait partie des réseaux des villes créatives de l'UNESCO. Vous savez, il y a 9 secteurs. Nous, on a choisi le design. On ne pose plus un geste sans un concours international de design ou encore d'architecture. Alors, on fait partie de toutes ces villes. Alors, ici, vous imaginez là, que tout ce réseautage international, si vous vous en rappelez, tout à fait au début, je parlais du réseautage international, c'est essentiel pour notre réussite. Alors, faire du développement économique, nous, on a dit on va faire du développement économique d'une façon différente. Comment? En collaborant, en tissant des liens, puis en éliminant les frontières. C'est virtuel, mais il faut réussir. Et là, nos marchés s'affolent. Vous allez avoir une petite vidéo pendant que je vais vous expliquer. Le secteur privé s'est dit, nous, la créativité, c'est tellement important. On va faire un rendez-vous international qui s'appelle C2 Montréal, Créativité, Commerce, qui va regrouper tous les grands créateurs partout à travers le monde qui vont se réunir à Montréal au mois de mai 2012. Ça veut dire, par exemple, Google, ça veut dire Walt Disney, ça veut dire Francis Coppola au niveau du cinéma. Et vous allez avoir tous les noms des personnes qui vont être présentes. Et en plus, comme maire, on va faire venir les 29 maires qui représentent les villes de l'UNESCO Design ou UNESCO, les autres, il y en a 9 secteurs. Alors ça, c'est des conférences multimédia. Il va y avoir plus de 1000 personnes qui vont réseauter, échanger. Pourquoi? Parce que Montréal, c'est une ville de créateurs. Et ça, c'est difficile à compétitionner, mais c'est très important qu'on réalise tout ce que nous pouvons faire. C'est-tu réglé? Bon, la créativité, ça apporte la collaboration, la collaboration, ça apporte l'innovation. Regardez Tony de Pelletier. Ça a été le début, ça a été la continuité de Charlie Chaplin. Bon. Puis là, je vous fais un beau clin d'œil. Parce que c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Quand vous gagnez l'Oscar du meilleur film, du meilleur artiste, puis de Jean Dujardin, c'est extraordinaire. Vous avez innové. C'est exactement ce que vous avez fait. Qui aurait pensé qu'on pouvait faire un film muet au 21e siècle? Quand on a oublié, on s'est dit c'est dépassé. Puis en plus, vous l'avez fait en noir et blanc. Qu'est-ce que vous avez eu? Une reconnaissance internationale. C'est extraordinaire. Alors nous, c'est exactement la même chose. On a eu des jeunes dynamiques qui ont conçu des logiciels, Jurassic Park, qui a été pris par Steven Spielberg. Par la suite, avec nos universités, il ne faut pas les oublier, nos universités, les facultés de mathématiques, de plus en plus ont contribué de façon exceptionnelle à de l'innovation. Parce que la créativité apporte la collaboration, l'innovation, ça devient incontournable. Voilà. La collaboration. Vous allez voir, ça va regarder ça, puis je vais animer ce petit de la collaboration. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Jean-Paul Gaultier. Vous autres? La mode et textile. Nous, on s'est dit, Jean-Paul Gaultier, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. On pourrait faire un défilé, le Pink Carnaval, avec Daniel Raymond, qui par un heureux concours est la conjointe de Gilbert Rozon. Alors, elle a créé quelque chose d'extraordinaire. On a fait un Pink Carnaval. Mais on est allé beaucoup plus loin. On s'est dit, Jean-Paul Gaultier, on va faire une exposition qui est internationale. Alors, pendant 2 ans, le Musée des Beaux-Arts a collaboré avec Jean-Paul Gaultier et on exporte maintenant cette exposition sur la scène internationale. C'est remarquable ce qu'on peut faire quand
réalisent que nous sommes des partenaires, qu'on a besoin les uns des autres. On a fait la même chose avec, on a rencontré, par exemple, le téléphonie sans comptable. Alors, il faut faire des choses ensemble. Si la France, les entreprises ont réussi à développer une technologie extraordinaire, pourquoi dédoubler les efforts? On est dans un marché où c'est de plus en plus compétitif. Il faut accélérer nos réalisations. On le fait en partenariat. On a visité le groupe Bolloré. Alors, vous savez, nous autres, on a un Bixi. On a fait un Bixi qui est une création d'inspiration française. L'inspiration française est venue du Vélib. Tout le monde parle du Vélib, mais il ne faut pas oublier Lyon, il ne faut pas oublier Barcelone, il ne faut pas oublier d'autres villes où il y a un vélo en libre-service. Alors nous, on s'est dit, on est capable d'en concevoir un avec toutes les expériences des autres, qui est unique, fabriqué, conçu par Michel Dallaire, un designer, fabriqué au Québec, 450 emplois, sans subvention gouvernementale, et exporté où? Imaginez-vous, exporté à Londres. 10 000 vélos fabriqués au Québec sont à Londres présentement. Le Boris vélo, c'est fabriqué au Québec, il faut le dire. C'est la même chose avec, on vient de faire New York, 10 000 vélos à New York, Washington, Boston, Toronto. Alors, ces créations que nous avons faites d'inspiration française, on réussit à les exporter parce qu'on réalise que même si on peut innover sans répit pour créer de la richesse, si on veut en créer assez, mieux la partager, partant de là, ça prend ce qu'on appelle la collaboration. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, est-ce qu'on a, ils sont supposés de transporter toutes les lettres, ils sont en train de transporter les lettres que vous avez vues, on l'a coupé, mais vous pourrez avoir accès aux vidéos dans son ensemble. Alors, quand je suis venu ici, vous allez vous en rappeler, Pierre, je suis venu ici, on parlait justement de cette vision Montréal 2025 imaginée, réalisée en 2006. Qu'est-ce que ça a donné? Parce que ça, on a une obligation de résultat. Vous êtes des gens d'affaires. Si vous n'avez pas de résultat, si vous êtes une entreprise publique, le défi, c'est tous les 3 mois en plus, ça c'est encore plus difficile, mais il faut des fois transcender. Alors, on a un foisonnement créatif. Ça, c'est exceptionnel. Puis ça, vous l'avez aussi. Alors, nous, on a décidé, parce que depuis 30 ans, puis Gilbert Rozon, c'est le plus bel exemple, tu n'es pas capable d'aller moins vite sur celui-là? Par exemple, vous avez marqué notre quartier des spectacles. C'est juste un investissement de 140 millions, mais qui, du secteur public, fédéral, Québec et Montréal, mais qui va générer des investissements du secteur privé de 1,4 milliard de dollars. Alors, quand je mets le quartier des spectacles, pourquoi on le fait? Notre responsabilité au niveau municipal, au niveau du Québec, au niveau du Canada, c'est de créer un environnement favorable. Quand on a, par exemple, je m'excuse de te revenir encore avec toi, Gilbert, merci d'être ici d'ailleurs, non mais 30 ans, il va fêter 30 ans. Imaginez-vous, c'est un entrepreneur, créateur, qui doit innover sans répit, à tous les jours, 30 ans d'efforts. Et on a réalisé, on l'a inauguré officiellement il y a 3 ans. Regardez l'environnement, à l'ouverture, il y avait 200 000 personnes. Puis ça, c'est pas juste, ça, c'est là ce que vous voyez, c'est la place des festivals, mais vous ne voyez pas la maison symphonique, la place des arts, vous ne voyez pas la promenade des artistes, vous ne voyez pas la maison du développement durable, le 222, et tous les immeubles, pour ceux et celles qui connaissent bien Montréal. On s'excuse pour les inconvénients que vous avez eus à court terme, mais aujourd'hui, ça devient une référence internationale et ça permet à des personnes qui rayonnent sur la scène internationale de créer davantage. On leur a donné un incitatif. La preuve que ça crée, là, on peut regarder Ubisoft a décidé de venir à Montréal. Pourquoi? Parce qu'on a des talents et ils vont sortir la 2e version d'Assassin's Creed. Et pourquoi c'est important? C'est la création. On a toujours associé la création à la culture, un genre créateur culturel, etc. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que nous, ça a été les... Faut pas trop vite. Nous, ça a été les jeux vidéo. Nous, ça a été les jeux vidéo. Les jeux vidéo, là, on est devenu la mecque des jeux vidéo. Il n'y a pas une grande entreprise ou une entreprise qui veut créer. Ils viennent tous à Montréal. C'est extraordinaire. Il y a 2400 employés d'Ubisoft à Montréal. Eidos, Electronic Arts, Warner Brothers, pas Hollywood, Warner Brothers à Montréal vont créer 500 emplois. Alors, on s'est aperçu là, que si on créait l'environnement favorable, donc on parle de tout ce qui est le quartier des spectacles, si on donnait des défis à des jeunes et à des moins jeunes de créer
Alors, on a des résultats concrets. Moment Factory, qui est l'autre qui s'en vient, là, Moment Factory, c'est extraordinaire ce qui a été fait. Quand vous avez vu le Super Bowl, l'activité sportive la plus regardée au monde, qui était là? Moment Factory. Et qui? Le Cirque du Soleil. Voilà. Qui a fait les Oscars? Vous avez regardé pour Jean Desjardins, alors regarde, c'est encore le Cirque du Soleil. 4 minutes et demie. Juste 4 minutes et demie. Imaginez-vous ce que ça prend de réaliser dans un si court délai, 4 minutes et demie, sans faille, reconnaissance internationale. Puis, par la suite, il y en a une autre sur la créativité. Vous la connaissez bien. À Las Vegas, existe à cause de qui? Non, mais c'est vrai. Non, mais elle a eu un enfant, elle a pris un petit congé de maternité et de paternité pour René. Mais, non, mais après ça, les jumeaux, mais ils l'ont manqué. L'achalandage touristique a baissé à Las Vegas. Ils ont dit, il faut aller chercher Céline Dion. C'est extraordinaire. Puis vous l'avez dans votre musée Grévin. En passant, vous savez, le musée Grévin s'en vient à Montréal. Une collaboration qu'on disait tout à l'heure. La première fois, le musée Grévin hors la France ou Montréal. Pourquoi? Parce que le marché naturel, il y a une complicité et nous, on va accompagner, on va être des partenaires proactifs. Alors ça, c'est un beau petit clin d'œil à Céline Dion qui rayonne sur la scène internationale de plus en plus. Alors, on a notre foisonnement créatif. Le deuxième, les résultats, foisonnement d'innovation. Alors, on s'est dit d'inspiration française. Si vous êtes capable de faire des centres hospitaliers, on parlait des sciences de la vie tout à l'heure, on dit pourquoi on n'est pas capable de faire ça, nous, à Montréal? Puis on a un avantage, on a une université francophone, que j'ai mentionné tout à l'heure, l'Université de Montréal, mais on a une université également anglophone, notamment l'Université McGill. Alors on s'est dit, on va profiter de ces universités pour faire des centres hospitaliers universitaires. Un francophone, un anglophone. Mais on s'est dit, on a également l'hôpital Sainte-Justine, mère-enfant, ça c'est des images des centres, mère-enfant, on a un hôpital juif, on a un hôpital Maisonneuve-Rosemont, on a un institut de cardiologie, et c'est 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars dans la santé avec des centres de recherche pour créer des produits. Et on s'est dit, on a d'autres actifs importants, notamment, ça c'est des espaces pour la vie, c'est nos muséums de nature. On a le plus beau muséum de nature au monde après Kew en Angleterre. On a le seul biodôme au monde. On a le seul insectarium au monde, puis on va avoir le plus beau planétarium au monde, parce qu'il va être le plus récent concours de l'architecture internationale, et on a le centre de la biodiversité. Et qu'est-ce qu'il faut faire si on veut compétitionner davantage sur la scène internationale? C'est de fabriquer des médicaments. On fabrique des médicaments avec quoi? Avec des plantes, puis avec des insectes. Alors, foisonnement, de plus en plus d'innovation. On donne une opportunité, les pouvoirs publics, à des gens de faire de l'innovation. Montréal, il y a beaucoup de personnes. Vous m'avez parlé des infrastructures à Montréal. Vous en entendez parler, hein, quand vous êtes aux nouvelles, les cônes à Montréal. Il y a trop de cônes à Montréal. Alors, on a créé, pour ceux et celles qui connaissent Montréal, vous savez, on avait un échangeur, avenue du Parc, avenue des Pins, qui était une horreur visuelle, du spaghetti de béton. Et les gens se disaient, je ne vois plus les hospitalières de Saint-Joseph, notamment Jeanne-Lance, et on ne voit pas de Mont-Royal. Alors, on l'a nivelé. On a fait une entrée majestueuse pour la montagne. On va faire la même chose avec... Ça, c'est l'autoroute Bonaventure. Regardez, c'était la mode des années 60. Regardez ce que ça va être bientôt. Alors, on va niveler l'autoroute Bonaventure. On va en faire une entrée prestigieuse pour Montréal. Et on va faire du développement économique et du développement immobilier. Donc, on voit, ça, c'est toute la création, là. On fait avec nos ingénieurs, on fait avec nos architectes, on leur donne des opportunités de s'exprimer. Alors, il y a une effervescence maintenant immobilière à Montréal. Pour ceux et celles qui sont dans le marché immobilier, faites ça vite, c'est le temps. C'est le temps parce qu'on a présentement 197 projets. Chaque projet est de plus de 5 milliards de dollars et ça représente 13 000 euros. Ça veut dire que ce n'est pas juste des condominiums, il y a des milliards. Excusez-moi, juste 13 millions,
C'est la modestie d'un maire. La modestie d'un maire. On parle de 13 milliards d'euros, du jamais vu depuis, vous vous en rappelez, l'Expo 67, jamais vu depuis les Jeux olympiques. On n'a jamais eu cette effervescence. Alors, c'est tout, quand je vous disais, c'est du long terme, c'est toute une philosophie d'intervention, tout un processus où on habilite le plus grand nombre de personnes à participer à l'avenir de la métropole du Québec, la deuxième ville francophone au monde. Alors, on a d'autres effervescences. On est chanceux. On a une effervescence portuaire. On est privilégié à Montréal parce qu'on a un port. Alors, année record en 2011 au niveau du trafic des marchandises et des containers. Puis, une année record également avec les croisières. On a de plus en plus de croisières. Il y a eu 48 000 personnes l'année dernière qui ont participé dans les croisières. Donc, c'est un développement qui a été sollicité par le port de Montréal, qui est accompagné. C'est une belle photo, hein? C'est beau, hein? On fait une petite croisière à Montréal. L'effervescence touristique. Vous allez voir, la première, c'est le Grand Prix qui est revenu. Non, c'est la deuxième. Mais ça, c'est notre Pink Carnaval. C'est juste pour rire. Ah, c'est juste pour rire. Non, mais c'est ça, mais c'est extraordinaire. Regardez ça. Signé au monde. Où vous allez voir ça, là? Ça prend. Non, mais des fois, je dis à Gilbert, il faut être fou un peu entre nous. D'essayer, non, regardez ça, puis c'est pas, ça a pris 30 ans. Ça a pris 30 ans à arriver là, puis avoir des centaines de milliers de personnes qui se déplacent, la très grande majorité gratuitement. De réussir à créer, ça donne le goût de participer, ça donne le goût de créer, ça donne le goût et le sentiment de fierté. C'est ma ville, ça se passe chez nous. Et il est très sollicité, la preuve, il est rendu chez vous. Mais je dis toujours que Montréal, c'est une ville de retour. Alors, bon, le Grand Prix, on l'a perdu. On l'avait perdu. Le modèle d'affaires n'était plus viable. Vous êtes des gens d'affaires, vous allez me comprendre, on a dit, regardez, là, on n'est pas là pour se faire exploiter, mais c'est le plus grand événement touristique à Montréal. Puis c'est visible pour 300 millions de personnes à travers le monde. Ça a contribué de façon exceptionnelle à toute la revitalisation touristique. Et on a une année record. Vous voyez, ça c'est notre marché Bosco. Après ça, vous avez le Palais des Congrès. Nous sommes la destination nord-américaine, la première destination pour les congrès d'affaires. On est parti de la 4e position. Aujourd'hui, on est rendu en première position parce que les gens viennent pour visiter avec l'environnement, même si il y a des comptes de court terme, ils comprennent. Les touristes, ils nous disent c'est extraordinaire. Et maintenant, on s'est dit, oui, mais il faut continuer. L'erreur qu'on a faite, c'est une erreur qu'on a faite. On a laissé aller toute la visibilité qu'on avait pour les Jeux olympiques, puis on s'est dit, oui, mais on n'a pas continué. Alors nous, on s'est dit, bien, on va régler le problème. On a eu la FINA, vous vous en rappelez, la natation. Alors on a récupéré la FINA en 2005, et ça nous permet, ils reviennent à Montréal en 2014, compétition internationale des Masters. Là, on s'est dit, la FIFA, donc on parle du soccer féminin, la coupe U20, donc les jeunes filles de 20 ans et moins, et on va avoir la Coupe du monde féminine en 2015 à Montréal. Et on est allé chercher, on est allé troisième après Toronto, qui était sa deuxième demande pour les Jeux des policiers et des pompiers. Après ça, les femmes pompières. Après ça, il y avait Chengdu en Chine et Montréal. Arrivé là, présentation exceptionnelle avec des collègues, c'est pas facile, hein, parce que Toronto, je connais bien le maire de Toronto, puis le maire de Chengdu, je le connais bien. Mais on a gagné. On a gagné parce qu'on a fait une présentation pleine d'émotions. On a pas parlé d'infrastructure. On a parlé du rôle des policiers et des pompiers à tous les jours. Le fait qu'il faut respecter la dignité humaine. Le fait que c'est une forme de justice sociale. Puis si on vit en harmonie à Montréal, avec 120 communautés d'origine diverses, si c'est possible de le faire à Montréal, c'est possible de l'exporter partout à travers le monde. Ils se sont dit, waouh, c'est la première fois qu'on parle des choses positives des pompiers et des policiers. C'est la première fois qu'on commence à parler de valeurs humaines. Si j'avais une suggestion à faire, c'est ça, c'est des valeurs humaines. De plus en plus, les gens veulent qu'on parle des valeurs humaines, des valeurs d'entraide,
de solidarité, de collaboration, de confiance. Et voilà. La clé, c'est pas l'argent. J'ai rencontré des gens, ils nous avaient une petite subvention à me donner, ça me ferait plaisir d'aller s'établir à Montréal. On a des crédits d'impôt, on a des petites subventions, tout ça, mais la plus belle reconnaissance qu'on a, c'est de poser la question aux gens qui sont venus à Montréal. Ils disent pourquoi on est à Montréal? On est à Montréal pour notre talent. Nos universités, notre ADN, c'est d'être des créateurs. On a réussi à développer un avantage compétitif. Ça, c'est difficile à éviter. C'est difficile à éviter. Ce n'est pas du béton. C'est ce que nous avons de plus précieux. Et quand Pierre-Antoine vous parlait de la reconnaissance des compétences, vous êtes nos partenaires les plus précieux. Nous partageons la même langue, la même culture, les mêmes valeurs. On a besoin de vous. Il y a des belles choses, mais il y a encore du travail à faire. Dans une conjoncture économique qui est de plus en plus difficile, dans une conjoncture où on a des crises financières, nous, on s'est dit, oui, collaborer, c'est essentiel. Il faut développer un réseau international. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est qu'on a confiance en vous. On a confiance dans votre capacité d'innover et de créer. Tout ce qu'on veut, c'est de faire davantage ensemble, mieux partager cette richesse, c'est ça qui est important, et démontrer hors de tout doute que si on a une vision d'ensemble, si on partage les mêmes valeurs, on est capable de réussir. Alors voilà ce que nous avons fait. C'est disponible. On va vous donner toute l'information. Il y avait des parties écrites. Puis si vous voulez trouver une façon de collaborer davantage, vous nous faites signe. On est ici, puis pour le faire. On a la délégation, on a l'ambassade, on a des gens qui croient profondément qu'ensemble, on va aller vite. Puis si on veut aller encore plus vite, il faut... Qu'est-ce qu'il faut? Innover. Innover, créer et collaborer. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour votre président? Il a dit que quand vous êtes rentré dans la salle, il y avait 2 chaises. J'ai fait enlever les chaises. Non, les décisions, on prend ça debout. On prend ça assis. Alors, votre président est disponible pour répondre à des questions. Je suis disponible également pour répondre à des questions. Allez-y. Profitez-en. Non. Je sais ce qui va arriver. Je vous le dis d'avance. Quand on va aller au cocktail, les gens vont venir me voir. On était gênés de vous poser cette question-là. On n'était pas certain que vous étiez pour avoir la réponse, donc on n'a pas voulu vous indisposer. Regardez, moi j'ai appris dans la vie une chose. Il faut dire toujours la vérité, ça nous a fait moins à se rappeler, surtout en politique. Donc, si je n'ai pas la réponse, je vais vous dire je ne l'ai pas, ou je vais demander à un de mes collaborateurs présents ici de vous donner la réponse. Alors, donc, je vous dis d'avance, si vous me posez des questions pendant le cocktail, je ne répondrai pas, parce que je vais vous dire que, dans le fond, la question, si vous me l'aviez posée, ça aurait aidé tout le monde présent ici. Je ne vais pas oublier Linda Hood, qui est en arrière un petit peu, là, qui est l'Investissement Québec. Alors, je peux vous aider aussi, Linda. Linda, tu Linda Hood est là. Puis nos commanditaires vont être remerciés par Michel. Première, voilà une question. Allez-y, M. Pierre. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées? Qu'est-ce que vous avez eu à battre au cours de ce parcours? Le statu quo. Les menaces du changement. Les gens sont confortables. Rien ne peut arriver. Jusqu'à temps qu'il y ait une crise financière. Appliquez-la en Europe, vous allez voir. C'est infaillible. Rien ne va nous arriver jusqu'à temps qu'on ait une crise financière, une crise économique, ou si jamais il y a une crise écologique. Moi, je dirais que ce qui a été le plus difficile, c'est le premier. Puis deuxièmement, c'est comment on communique ce message. Même que j'irai voir les gens. Si j'étais allé voir les gens il y a 20 ans, j'aurais dit, regardez, il faut innover sans répit pour créer de la richesse, mieux la partager, stimuler le changement. Oh, m'aurait dit quoi? C'est quoi ça?
Moi, je fais des business demain matin, puis il faut absolument que j'ai des résultats. Mais on l'a dans notre subconscient. C'est comme quand vous partez une entreprise, vous avez une idée. Puis, vous entreprenez très souvent parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Parce que si vous saviez ce qui va vous arriver, vous entreprendriez peut-être pas. Mais parce que vous êtes déterminé, puis vous avez du courage, puis vous êtes responsable, puis vous voulez être votre propre patron dans votre entreprise, puis créer des emplois permanents de qualité, ça vous donne le goût de faire des choses inédites. Mais vous avez dans votre subconscient tout ce qu'il faut pour réussir. Et un jour, ben là, quand ils réussissent beaucoup, ils écrivent un livre, puis ils expliquent pourquoi on a réussi. Alors, moi, je n'ai pas écrit un livre, mais je voulais juste vous donner le goût d'aider des partenaires avec nous. Alors, le changement, Pierre Simon, le changement. Ça n'a pas d'âge en passant. Hein? Ça n'a pas d'âge. Non, ça n'a pas d'âge. C'est pas, les jeunes nous poussent dans le dos, là, mais nous autres, on leur pousse aussi dans le dos. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, allez-y. Profitez-en.